On lance avec la population 3 semaines durant laquelle nous souhaitons que les Chambériens et Chambériennes puissent donner leur avis, leurs réflexions sur le parking Ravet. Donc nous voulons entendre les Chambériens sur ce sujet pour qu'ils soient mieux appréhendés, que nous puissions le faire évoluer, mais ce sont effectivement les élus qui, toujours d'ailleurs, in fine, prennent une décision. Simplement celle-ci, elle sera éclairée par cette concertation de 3 semaines. Et sans doute, si elle avait été organisée il y a de nombreux mois, n'en serions-nous pas là où nous en sommes aujourd'hui, à hériter d'un dossier qui a été assez conflictuel. Ce n'est pas une codécision, ce n'est pas un référendum. Le conseil municipal reste souverain sur son pouvoir de décision. Néanmoins, il garantit un processus de concertation sincère, dans le sens où la décision actuellement n'est pas prise. Nous nous engageons à faire un retour le 19 octobre sur les apports de la concertation. Nous nous engageons avec un garant, Michel Deronzier, qui, voilà, commissaire enquêteur par ailleurs, aura une position d'analyse et garantira la transparence et la sincérité de la démarche. Et c'est bien une concertation dans le sens où cette démarche nous apportera les éléments pour fonder la décision du conseil municipal. Le conseil municipal s'engage à revenir vers tous les participants pour justifier et argumenter le choix qui sera le nôtre. Nous avons besoin aussi de voir qui va participer à cette concertation. C'est notre première démarche. Nous avons des engagements de démocratie locale à haut niveau que nous allons traiter cet automne dans les assises de la démocratie. Donc peut-être qu'un jour nous ferons des référendums, mais pour faire des référendums, il faut du temps d'appropriation, d'information, d'expertise. Et tout ceci doit se construire avec du temps que nous n'avons pas sur le parking Ravet, car nous devons décider rapidement. Il y a, vous l'indiquiez dans la conférence de presse, un nœud délicat, hein, c'est la concertation, enfin le dialogue que vous avez avec le délégataire, Q-Park. Comment ça se passe depuis que vous avez pris vos fonctions? Q-Park défend les intérêts de son entreprise, de ses actionnaires, c'est légitime. C'est une entreprise qui aime sans doute Chambéry, mais qui aime encore mieux ses actionnaires. Donc voilà, nous sommes dans un débat avec cette entreprise. Nous les voyons régulièrement. Débat rude, hein, que vous indiquiez en tout cas au début. Oui, c'est logique. L'entreprise est bénéficiaire d'un contrat, elle souhaite son application sans qu'une ligne ne soit changée. Il y a une nouvelle équipe, donc il y a plusieurs lignes qui seront changées parce que ce ne sera plus le même outil qu'aura à gérer Q-Park. Et nous défendons non pas les intérêts de Q-Park, mais les intérêts des Chambériens. C'est dense, c'est intense. Le maire l'a dit, nous nous voyons toutes les semaines, donc nous avons pu instaurer un dialogue respectueux, ouvert et constructif qui reprend l'ensemble des intérêts des différentes parties. Et Q-Park et la ville de Chambéry sont aujourd'hui prêtes à se donner tous les moyens pour qu'on puisse renégocier les termes de cette DSP, pour qu'on puisse sortir par le haut de ce dossier. Thierry Repentin, on comprend bien, une nouvelle équipe arrive, c'est délicat puisqu'il y a quelque chose qui a été négocié. Pour autant, ce qu'on n'arrive pas à comprendre là, dans cette conférence de presse, c'est que pourquoi les différents scénarios ne sont pas chiffrés d'une part, et puis que vous semblez dire que vous les amènerez quand même au milieu. Ça veut dire que ce que vous avez indiqué au milieu de la concertation, vous proposeriez des scénarios chiffrés. Est-ce que c'est pas compliqué là pour les personnes qui participent de ne pas savoir ça depuis le début? Pas un prix, hein, mais une fourchette bien évidemment, pour pas que ça gêne les négociations. Moi je souhaite que les Chambériens puissent s'exprimer sur cet objet qui est le parking Ravet pour savoir comment ils le conçoivent,
comment il l'imagine dans son insertion environnementale. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le parking Ravet qui est en discussion pendant ces 3 semaines, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, car beaucoup s'étaient mobilisés sur le fait qu'on construisait une barrière qui empêchait en quelque sorte les gens du secteur de Mérande de pouvoir continuer à se déplacer d'une façon fluide pour venir sur le centre-ville. Donc on a aussi travaillé avec les services qui proposeront, vous le verrez pendant la concertation, des cheminements qui ont été rétablis, 2 roues, piétons, des élargissements de trottoirs sur le pont des Amours par exemple, une insertion d'escaliers qui permettent de descendre du Clos Savoie-Rouge sur le faubourg Nézin, un passage aussi piétons qui viennent desservir le nouveau quartier des Portes de Mérande, puisque ça n'était pas imaginé. Et donc on veut que les gens puissent s'exprimer librement en quelque sorte. Mais nous leur dirons aussi qu'évidemment, plus le projet s'éloignera in fine de ce qui était prévu initial, plus nous devrons en tirer les conséquences effectivement financières. Et on le fera lorsque les chiffres seront stabilisés. Aujourd'hui, Q-Park a son analyse financière. Nous avons la nôtre. Nous travaillons avec nos conseils de part et d'autre. Et lorsque les choses seront finalisées, nous le dirons, probablement d'ailleurs, parce que les choses avancent, durant ce temps de concertation. Ce contrat de concession pour encore 27 ans et multi-paramètres, nous pouvons apprécier les différents coûts de l'évolution de ce projet avec différents prismes. Nous sommes en cours de négociation. Ce ne serait pas sincère de transmettre des données chiffrées aujourd'hui car elles ne sont pas vérifiées, elles ne sont pas fiables. La ville de Chambéry doit d'un côté conduire une concertation avec tous ceux qui le voudront et en même temps faire une négociation très âpre. Et vous le savez comme moi-même, si on donnait aujourd'hui des éléments chiffrés, Q-Park pourrait considérer que nous les acceptons comme tels. Or, nous devons continuer dans le rapport de négociation avec Q-Park. Donc, ce ne sont pas du tout des informations que nous souhaitons cacher. Oui, parce que vous comprenez que c'est quand même essentiel d'avoir ces éléments financiers dans n'importe quel projet, dans n'importe quel achat. Le coût, il détermine la décision ou la vie des personnes, quoi. Mais je suis sûr qu'effectivement, l'aspect financier, le coût, c'est une donnée importante pour nos concitoyens qui sont responsables dans leur réflexion. Et nous le sommes aussi dans la décision que nous prendrons, in fine, en leur disant que si c'est un point qui est effectivement important, je dois dire aussi que ce n'est pas un point qui concerne le budget de la ville, puisque nous sommes sur une concession, et donc ça n'impacte pas, en quelque sorte, les impôts des Chambériens en tant que tels, puisque c'est un budget industriel et commercial qui s'équilibre et qui bouge avec les recettes de l'ensemble des parkings. Voilà. Donc il n'y aura pas d'emprunt même sur ceux qui alimenteront ce budget? Non. D'accord. J'imagine que Q-Park va demander des points de pénalité. Qu'en est-il pour le contribuable de base? Donc je voudrais savoir s'il y a déjà eu des études sur cet impact financier que cela a représenté, sachant que les collectivités locales, depuis de nombreuses années, avec la diminution de la dotation globale de fonctionnement, ont des difficultés financières ou tout au moins ont des budgets beaucoup plus serrés qu'auparavant. Mais je m'étonne quand même que l'expérience qui a été faite à Chambéry, très grave, du temps de Bernadette Laclais, dont on a vu toutes les conséquences qu'il y a eu financières, etc., la légèreté de traitement des DSP. Il y avait en ce temps-là des grands débats au niveau national et les associations des maires de France ont fait des propositions pour les mairies en disant ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Je m'étonne que vous ne donniez pas aujourd'hui de discussion ou d'information en disant voilà les limites quand même que nous fixons pour ne pas se faire avoir et que l'argent en fait du contribuable va finir dans les poches des actionnaires. Mais vous vous engagez quand même à les donner pendant la concertation? Nous donnerons tous les éléments d'appréciation des différents impacts et conséquences de ce projet pour fonder le positionnement des participants à la concertation.
Mais là, on parle du coût financier, hein, moi je parle que de ça. Hein. Nous ne connaissons pas aujourd'hui le coût financier. Nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts des Chambériens, à nous donner tous les moyens en notre possession pour ne pas impacter les budgets de fonctionnement et d'investissement de la ville. Nous sommes en négociation quasiment quotidiennement sur ces dossiers, donc nous ne pouvons pas fournir de chiffres à ce jour. Mais est-ce que les citoyens l'auront pendant la concertation, ces chiffres-là? Ils auront tous les éléments dont ils auront besoin pour pouvoir se positionner. Waouh! Alors, il y a bien longtemps que la TVNet citoyenne ne vous avait pas donné à voir et à entendre un si beau florilège de langue de bois. Là, je crois qu'on a affaire à des champions du monde. Bon, justement pour sortir de ce discours totalement formaté qui ne répond pas aux questions, nous avons été voir, il n'y a pas mieux, conseiller municipal d'opposition Aloïs Chassot, pour voir d'abord ce qu'il en pensait, quel était son point de vue. Je note, et on le voit, la salle maintenant est un petit peu vide derrière, une partie de la salle a quitté et est partie quand il n'y avait pas de réponse sur les éléments financiers. Moi, ce que je vais retenir de ce soir, au-delà des propositions, des scénarios qui ont été présentés de l'ensemble du parking, où je trouve intéressant d'avoir justement mis au débat et présenté ces éléments de contexte du parking, c'est le très gros manque d'éléments financiers. Je suis même surpris qu'Aurélie Lemeur nous dise qu'elle ne les a pas, ces éléments financiers. Moi, j'ai du mal à croire, à comprendre qu'il n'ait pas travaillé ces éléments-là, qu'il ne les ait pas, en tout cas, au moins sur une grosse masse, puisque c'est simple, hein, ce qui est proposé est effectivement de réduire de 140 places. Aujourd'hui, la perte d'exploitation de Q-Park sur ces 140 places, elle est chiffrée, elle existe. C'est des méthodes de calcul qui sont intégrées à la DSP. On ne les a pas, ces éléments-là, et je trouve ça dommage qu'on fasse réfléchir les gens sans cet élément financier-là. Est-ce que vous avez des notions de fourchette, vous qui connaissiez quand même le dossier avant? Effectivement, c'est l'élément qu'on attend tous. Moi, ce que j'ai peur, c'est que les éléments, ils les aient, mais ils ne souhaitent pas les donner pour ne pas affoler les gens. Parce que ça se compte en millions d'euros, l'arrêt du parking. C'est pas 100 ou 200 000, hein. C'est plusieurs millions d'euros le coût d'arrêt de parking. Est-ce que c'est pas compliqué de comprendre pour nos concitoyens qu'à chaque mandat, on va dire que le mandat d'avant, il y avait eu le projet chez Méteuf, où la ville avait dû payer des indemnités, le projet n'avait pas commencé, là il a commencé, on en parle, hein. Ça paraît difficile et délicat pour vous et on le comprend, mais tout le monde en parle dans la ville, hein, que ça va coûter entre X millions, ouais. Voilà. Et donc, parce que vous le souhaitez, par rapport à vos engagements, arrêter. Est-ce que ça ne pose pas un problème qu'une ville finalement, ou une équipe municipale parte déjà avec un poids d'un coût supplémentaire pour la ville en général, même si ce n'est pas attribué au budget de la ville? Moi je crois que ce qui est important aussi, c'est que on fasse ce qu'on a dit qu'on ferait. Il y a trop de nos concitoyens qui ne se déplacent plus aux urnes en disant ça ne sert à rien, les promesses de campagne ne sont pas tenues. Ce dossier du parking Ravet, ça n'est pas nous qui l'avons apporté dans la campagne. Sur 50 pages de programme, notre expression sur Ravet tenait en 3 lignes en disant nous renégocierons avec l'entreprise pour voir comment nous pouvons améliorer l'insertion notamment de ce parking et voir comment on pourrait le faire évoluer. 3 lignes sur 50 pages. Mais nous avons tenu compte de ce que ce dossier s'est imposé dans la campagne. Et il s'est imposé parce que sans doute était-il significatif d'une méthode de gouvernance où on décidait, quel que soit l'avis des Chambériens. C'est une méthode nouvelle. On va continuer à décider les élus. Mais nous allons d'abord dialoguer avec celles et ceux pour qui ce type d'outil est fait. Voilà, donc je m'en serais bien passé. C'est un dossier parmi d'autres.
Voilà, et nous allons le régler le plus rapidement possible d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est pas aberrant, finalement, pour des citoyens lambda, de voir de nouvelles équipes qui arrivent et de vouloir arrêter les projets et du coup d'avoir des pénalités, presque un boulet financier à chaque fois, quoi. Lorsqu'une équipe effectivement arrive, elle hérite d'un certain nombre de projets qui sont plus ou moins avancés, plus ou moins aboutis ou plus ou moins engagés. La différence avec ce qui s'est passé précédemment avec effectivement l'axe de la Lesse et le projet Chemetov, c'est que le projet n'avait pas encore démarré. Ce que vous appelez pénalité, ce n'est pas des vraies pénalités, en fait c'est les indemnités dues à l'architecte Chemetov pour le travail qu'il avait effectué. Là, la différence sur Ravet, elle est énorme. Le projet, il est engagé, il est à la moitié de sa hauteur. Donc c'est vraiment des pénalités lorsqu'on arrête le projet. Mais moi, je peux prendre l'exemple. Lorsqu'on est arrivé en 2014, l'axe bus qui passe à Saint-Alban-l'Est dans la zone de bassin, c'était un projet qui était engagé, sur lequel on n'aurait pas forcément fait exactement de la même manière. Mais par contre, si on l'arrêtait, les pénalités auraient été telles que pour nous, en toute objectivité, en toute transparence, nous avons fait le choix de continuer le projet, sachant qu'il n'était pas le plus abouti et le plus travaillé, le plus efficace pour nous, pardon, mais on a fait le choix de le continuer parce que les pénalités auraient été trop importantes. Alors, chemin faisant, l'appétit venant en mangeant, on s'est dit finalement que c'était dans ce cas de figure-là de Ravet, mais aussi pour parler des délégations de services publics, ce serait intéressant de vous faire entendre des personnes, des élus qui ont eu l'expérience, soit parce qu'ils ont géré des dossiers et qu'ils ont quelque peu modifiés, soit des élus d'opposition qui se sont battus pour que justement on puisse sortir des délégations de services publics. Qu'est-ce que ces élus-là, avec leur expérience de plus de 10 ans, ont à nous dire sur et ce dossier et sur la délégation en général et ces sommes fabuleuses et faramineuses qui s'envolent et qui vont dans la poche des multinationales? Sur Ravet, bon, moi j'ai pas changé de position, c'est pour ça que j'ai décidé, mais là à titre personnel, hein, j'engage pas évidemment l'association de Cap à Gauche, puisque en plus on est en transition, on a l'Assemblée Générale vendredi, des adhérents. À titre personnel, ce que j'ai défendu durant tout le mandat et dans les mobilisations qu'il y a eu sur Ravet, j'étais opposé et je suis toujours opposé à la création de ce parking. Donc je me vois mal participer à une concertation pour savoir comment on va habiller l'affaire. Voilà. Ils respectent les engagements qu'ils ont pris. Bon, ce que je regrette, comme beaucoup d'ailleurs de Chambériens depuis hier, c'est qu'il n'y ait pas de chiffrage du coût que ça va représenter pour la collectivité. Bon, même si ça ne se fait pas sous forme d'impôts supplémentaires pour les Chambériens, ça sera un coût pour la ville. Et je serai très vigilant à ce que ce coût ne soit pas pris sur le fonctionnement des services et les moyens des services humains et matériels. Voilà. Donc, on a vu arriver donc cette nouvelle majorité qui nous a dit qu'il y aurait une décision citoyenne. Donc on va voir si on vote pour savoir ce qu'on veut. On a l'impression que finalement, comme d'habitude, c'est les élus qui décideront. On va voir quelle est la rupture citoyenne qui, au final, sera adoptée. Le deuxième point sur le parking lui-même, nous on est contre pour une raison simple, c'est que c'est complètement absurde aujourd'hui de construire un parking dans le centre-ville. On va voir là aussi ce qui nous sera proposé. Si au final c'est pour avoir un parking avec 1 ou 2 étages de moins que ce qu'a donné Dantin, mais qu'on a toujours un parking élevé, on ne voit vraiment pas l'intérêt d'avoir tout ce cirque. Voilà où on en est au fond. On a l'impression qu'il y a le discours de la campagne et puis le discours d'après la campagne et que c'est plus tout à fait le même. Pour être honnête, ce qu'il faut dire, et je l'avais déjà dit à maintes reprises, l'équipe à Dantin a nettement privatisé un certain nombre d'activités. C'est pour la totalité du stationnement, hein, aussi bien en ouvrage qu'en enclos et de surface, alors que, et on y avait contribué, enfin notre sensibilité y avait contribué,
durant le mandat de Bernadette Laclais, on avait repris en régie municipale le stationnement de surface. Ce qui générait, j'ai regardé avant de venir le compte administratif 2016, hein, puisque ça a été privatisé au 1er septembre 2017, hein, ce qui générait quand même une recette pour la ville, hein, donc propre, nette, de 1 600 000 €. Donc sur le mandat? Non, sur une année. Une année, 2016. Des chiffres sur une année, c'est le compte 2016. Donc là, il y a eu une volonté de l'équipe Adentin de privatiser avec une approche dogmatique, hein, le privé est meilleur que le public, voilà, machin bidule. Donc il a tout confié à EFIA, hein, qui est une filiale de SNCF, hein, à la fois le surface et enclos. J'ai regardé donc le budget primitif 2020, hein, qui a dû être voté début d'année, hein, évidemment. Donc c'est inscrit au niveau des recettes, c'est 3,6 millions. C'est-à-dire 1,6 million, ça fait 2 millions de plus. Alors on peut l'expliquer par l'augmentation des tarifs, on peut l'expliquer surtout par l'extension du périmètre. Hein. Vous savez, il y a eu un nombre de places payantes énormément augmenté avec Dantin. Donc c'est des chiffres énormes, hein, quand même. Oui, c'est des chiffres énormes. Donc ça veut dire que la recette, elle est intéressante, quoi, pour la ville, puisque bon, après, cette recette était versée au budget principal. Voilà. Donc il y a eu ce choix de privatiser que nous avons contesté. J'avais voté contre, et d'ailleurs on avait tous voté contre à l'époque, hein. Toute la minorité, on avait voté contre cette privatisation. Alors, là maintenant, on arrive en fin 2023, hein, le contrat, je parle de la surface là, hein, pour l'instant. En 2023, la surface, nous serons là aussi porteurs d'une exigence de revenir à une régie municipale. C'était un des engagements, en tout cas, alors je ne sais pas sur le programme de la liste fusionnée Repentin-Le Meur, mais en tout cas sur la liste de Chambée citoyenne, c'était de reprendre le maximum de choses en gestion directe, on dit. C'est donc là une régie municipale. Voilà. Donc là, alors pourquoi une régie? Parce qu'on pourrait dire, c'est là aussi c'est dogmatique, Fajot, lui, mon machin, truc. Non, c'est parce qu'on a à la fois, ça donne une recette pour la collectivité, et puis on a la maîtrise totale, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est la ville, hein, c'est la ville qui gère, qui a tout le truc, c'est lui qui organise les choses, alors qu'une gestion privée, on est, même si la ville fixe les tarifs, mais bon, c'est en consultation et en concertation avec le délégataire. Alors en général, c'est la difficulté des délégations de services publics, c'est que bon, maintenant c'est fini, je suis plus conseiller municipal, donc j'ai plus les dossiers, mais du temps où j'avais droit d'avoir accès au contrat, et c'est quand même pas normal que les citoyens n'aient pas le droit, il y avait un point majeur dans ces contrats, c'est qu'ils sont remplis de clauses qui sont incompréhensibles pour un élu, même un élu bien informé. En général, il y a dedans des clauses avec des formules mathématiques où il faut au moins un niveau de licence, voire même plus de mathématiques pour être capable de les comprendre. Donc le résultat, c'est qu'effectivement, depuis toujours, les élus ne comprennent pas ce qu'ils votent et n'ont absolument pas les stratégies possibles qui permettent de voir quel va être le coût réel à la fin. Donc ça, c'est un élément qui a toujours été le cas. Quand on est dans une délégation de service public, on y va toujours à l'aveugle. Il y a un autre principe général, c'est que jamais à la fin, une majorité n'accepte à Chambéry, ça ne s'est jamais fait, n'accepte d'expliquer combien a été le coût total du parking. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un jour quel est le coût total du parking construit avec endettement, quel est le coût total du parking construit en délégation de service public. Et ça, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. À chaque fois, le discours est le même. Au final, toutes les majorités admettent qu'elles se sont fait avoir. C'est systématique. Mais elles expliquent toujours que la prochaine fois, elles négocieront beaucoup mieux le contrat. Vous pouvez regarder, ça fait 50 ans que le système dure et à chaque fois, c'est la même chose. Donc je pense, je n'ai pas lu le contrat, mais que c'est la même chose. Vous avez un contrat avec un ensemble de clauses incompréhensibles et il n'y a pas un seul service à la mairie qui est capable de calculer les stratégies, les évolutions des coûts qui peuvent être possibles. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffres, parce qu'en fait, les élus ne sont pas capables de les maîtriser. Et c'est l'un des gros problèmes que posent les délégations de services publics, effectivement. Aujourd'hui, la bagarre va être d'impliquer les citoyens pour revenir en régie municipale. Sur les enclos, c'est plus compliqué, puisque là, ce qu'ils ont fait, c'est 30 ans. Hein, sur Ravet et la Cassine, 30 ans de délégation de service. 27 ans encore pour Ravet, mais bon. Oui, enfin 30 ans sur le contrat, il en reste 27. Enfin bon, donc là, c'est quand même hyper blindé.
Et pour sortir dans 30 ans, ben, je sais pas, moi je ne serai pas là pour en discuter, peut-être, mais bon, en tout cas, on sera un certain nombre. On sera là, mais je ne sais pas dans quel état. Dans 30 ans, je crois que c'est exorbitant. Et quand j'ai vu l'annonce de Repentin hier dire la marge de négociation qu'on a, c'est de prolonger la délégation de service public, elle est déjà de 30 ans, de 3 ou 4 ans, je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, c'est particulièrement inquiétant. Outre le message qu'il ne souhaite pas sortir des délégations de service public. Bon, moi, ça ne me surprend pas. Alors c'est très compliqué parce que chaque contrat a son truc. Par exemple, vous avez des contrats qui calculent un taux de remplissage. Si ce taux de remplissage n'est pas atteint, la ville a des pénalités. Et en général, le taux est calculé de telle manière que ce taux de remplissage ne peut pas être atteint. Par exemple, au parking de l'hôtel de ville, quand j'étais conseiller municipal, alors qu'il est plein tout le temps, le taux n'est pas atteint et à ce titre-là, rien qu'à ce titre-là, la ville paye 900 000 € par an. Voilà. Et ce sont des clauses extrêmement compliquées qui se mettent en place avec des formules extrêmement compliquées que personne n'a la capacité à maîtriser. Voilà. Et c'est ça l'une des difficultés des délégations de services publics, c'est qu'en fait les villes ont face à elles des multinationales extrêmement puissantes dans le métier de les rouler. Et il suffit de voir ce que c'est qu'un service financier d'une ville. Le service financier d'une ville est incapable d'avoir une prospective dessus. Donc à chaque fois c'est une histoire et ça se termine en gabegie. Et effectivement on peut regarder dans les comptes de la ville et voir chaque année l'argent qui part. C'est valable sur les parkings, mais c'est valable sur les autres délégations de services publics, mais peut-être encore plus sur les parkings, parce qu'il y a ce système aussi des pénalités possibles avec les constructions. Si on refait l'histoire de Ravet, pareil pour la Cassine, hein, c'est la même chose. Hein. Si on avait gardé en gestion directe, on aurait pu agir autrement par rapport à cette abomination environnementale et économique, hein, je veux dire, voilà. En un mot, c'est quoi la solution finalement? Ce serait quoi? Alors, d'abord, il y a plusieurs solutions pour les parkings. Le premier, c'est que si on veut prendre en mesure la mesure de la transition dont on a besoin, il faut arrêter de construire des parkings parce qu'il faut penser qu'il faut sortir de la circulation automobile. Donc ça, c'est la première chose. Ce parking n'est pas utile. L'idéal serait de ne pas avoir de parking du tout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on a des services publics, il faut que ces services publics soient construits avec du public et non pas en se faisant rouler par des grandes entreprises. Donc ce qu'on pense, c'est que l'idéal, le système qu'on devrait mettre en place, c'est un système dans lequel il n'y a plus de délégation en service public à des multinationales dont le but est de s'engraisser sur les services publics.